Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 5 septembre. Des scientifiques qui disent leur ras-le-bol face au manque d'ambition des réformes gouvernementales et des actions menées par les entreprises pour lutter contre les dérèglements climatiques. Et pourtant, l'été en France et en Europe a encore prouvé l'urgence. Sont formelles. La multiplication des événements climatiques extrêmes, leur intensité, leur fréquence et leur durée. Et quand on parle d'événements climatiques extrêmes, on parle de la canicule qu'on subit aujourd'hui, mais aussi des inondations, des cyclones, des méga-feux. Et ben, cette intensité, cette fréquence et cette durée va être exacerbée par le changement climatique provoqué par les activités humaines. Faut-il changer de modèle économique, voire de civilisation pour limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés? Ce sera notre premier débat juste après ces titres. Et puis dans 45 minutes, c'est l'offensive menée par Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation autour des valeurs d'autorité, de laïcité et de civisme que l'on va analyser. Interdiction des abayas, enseignement chronologique de l'histoire, expérimentation de l'uniforme. Le président de la République a-t-il une vision passéiste de l'école, comme le disent certains syndicats de profs? On en débat dans 45 minutes. Mais d'abord donc cet été européen de records de température et de catastrophes écologiques raconté par Samia Lechia. C'est un record absolu. La journée d'hier est la plus chaude jamais enregistrée en France au mois de septembre. 25,1 degrés en moyenne sur le territoire avec des pics à 37 degrés. Une vague de chaleur qui succède à une autre canicule toute récente. Fin août, le mercure a grimpé à des niveaux jamais atteints dans plusieurs villes. 43,2 degrés à Carcassonne et plus de 42 à Toulouse ou Orange. Plusieurs records absolus de température ont été battus pendant cet événement. Donc effectivement, il n'y a pas d'équivalent d'un événement aussi chaud, aussi tard en saison, dans le passé. Tout ça est très cohérent avec le tableau clinique du changement climatique tel que décrit par le GIEC, par exemple, depuis déjà un certain nombre de rapports. Partout, les événements climatiques extrêmes se multiplient. Depuis lundi, des pluies torrentielles s'abattent sur la Grèce, déjà touchée cet été par des incendies meurtriers qui ont ravagé 150 000 hectares. Pluies torrentielles également en Espagne qui ont déjà fait 2 morts et 3 disparus. Plus le climat se réchauffe, plus ces épisodes seront nombreux. Si dans quelques décennies, le réchauffement de la planète atteint 2-3 degrés, à chaque fois, ce sont des événements plus intenses et plus fréquents, et donc éventuellement qui vont rendre relativement banal les niveaux de température observés cet été. Seul levier d'action pour limiter l'intensité de ces événements climatiques extrêmes, une réduction drastique et rapide des émissions de gaz à effet de serre. Le ras-le-bol des scientifiques, des climatologues notamment, face à la lenteur, au manque d'ambition des politiques et des milieux économiques face à l'urgence écologique. Voilà le thème de notre débat. J'accueille Jean Jouzel, bonsoir. Bonsoir Thomas Huyghe, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Flora Gebali, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes entrepreneur dans la transition écologique, vous conseillez les entreprises dans leur transformation. Vous êtes essayiste et auteur de ce livre, Le syndrome de la fourmi, aux éditions de l'Observatoire. J'accueille également Mathieu Gohard, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste en charge de ces questions climatiques au quotidien Le Monde, et Laetitia Krupa. Bonsoir Laetitia, bonsoir, Thomas. Vous vous retrouvez sur ce plateau, éditorialiste politique. Je commence par un constat, on vient d'en faire un avec Samia Lechia, mais il est tout récent, celui de la journée d'hier, de ce lundi 4 septembre, journée la plus chaude pour un mois de septembre depuis 1949. Près de 200 records de chaleur battus dans toute la France. Près de 40 degrés, 39 degrés 3 à l'ombre dans la Vienne, c'était hier. Jean Jouzel, je pense que vous répondez à cette question depuis des semaines, des mois, des années. Il va falloir s'y habituer malheureusement. Oui, il va falloir s'y habituer. Donc Mathieu en a fait un excellent compte-rendu dans Le Monde aujourd'hui. Disons, il y a le bilan de l'été 2023 qui vient d'être publié par Météo France. Et c'est effectivement, le quatrième été le plus chaud que nous ayons connu. Et on redit que les étés les plus chauds sont évidemment les étés du 21e siècle. Ça veut dire qu'ils vont devenir la norme en quelque sorte. Oui, ça a été très bien dit dans cette intervention. Les étés que nous connaissons actuellement, qui sont à partir de 2050, vont devenir la norme. Mais moi, ce que j'aimerais dire, ça a été dit de façon, disons, un peu rapide, là, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce que des rapports successifs du GIEC
envisagent depuis, en particulier pour les événements extrêmes, depuis la fin des années 90. Alors, c'est vrai en termes d'intensification des événements extrêmes, mais c'est vrai aussi en termes, par exemple, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Le niveau de la mer, disons, s'élève 2 fois plus rapidement au cours des 10 dernières années qu'au cours des 50 dernières années du dernier siècle. Et ça, c'était prévu. C'est vrai aussi pour le rythme lui-même du réchauffement climatique. Et ça doit vraiment nous inviter, je le répète, à accorder de la crédibilité à ce que dit notre communauté à échéance de 2050 et au-delà. C'est un message très fort, mais franchement, on a beaucoup de mal à faire comprendre que ce que l'on fait aujourd'hui va décider du climat de la seconde partie du XXIe siècle. On va évidemment détailler, moi je dis ras-le-bol, ou bon, je ne sais pas quel terme vous employez-vous face à cette situation, mais ce sera vraiment le thème central de ce débat. On va donner la parole, tiens, un prévisionniste de Météo France tout de suite, toujours sur cette succession d'épisodes caniculaires, on les compare sur plusieurs dizaines de décennies. Écoutons-le. Alors, on s'attend, puisqu'on l'a déjà observé, effectivement à une multiplication des canicules. Sur à peu près les 70 dernières années, il y a 3 fois plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc, dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vagues de chaleur aient tendance à devenir plus fréquents. Mathieu Goard, est-ce qu'il y a eu une partie de l'été marquée par des températures basses, pas mal de pluie dans toute une partie nord de la France? Est-ce que c'est plus difficile de faire passer... Non mais je dis ça parce qu'on a tous entendu des amis malheureusement nous dire attends, arrête de me parler, parce que moi je prêche cette parole-là auprès de tous mes proches, arrête de nous parler de réchauffement climatique, t'as vu l'été pourri qu'on a dans le Nord ou en Bretagne. Est-ce que c'est plus difficile pour nous, journalistes, je parle de votre responsabilité, de notre responsabilité médiatique? Du coup, il y a un effet de contraste très fort qui a des conséquences sur l'opinion française. C'est vrai qu'on a eu une fin de mois de juillet et un début de mois d'août très, disons, tempéré, et même avec du mauvais temps sur tout le quart nord-ouest de la France, contrairement aux étés 2019-2022, qui avaient des étés très chauds aussi, où il avait fait chaud dans toute la France, très tôt dans la saison. Du coup, une partie des Français peuvent se dire, c'est vrai, le réchauffement climatique, cet été, j'ai eu beaucoup de pluie. Le problème avec les questions climatiques, l'important, c'est de prendre du recul et c'est vraiment d'analyser le climat est global, il concerne tous les pays. Il faut analyser l'été de l'hémisphère nord, en fait. Et il y en a eu une accumulation d'événements extrêmes dans l'hémisphère nord. La ville de Phoenix, au Texas, a connu 31 jours à plus de 43 degrés. On parle de 31 jours de suite à plus de 43 degrés. Il a fait entre 53 et 54 degrés dans la vallée de la mort, toujours aux États-Unis. Et ça a concerné en même temps l'Europe, puisque tout le mois de juillet, il y a eu une très très grosse canicule sur l'ensemble de l'Europe. C'était la plus longue canicule qu'a connue la Grèce. Et en Asie, en même temps, la Chine a connu des températures à 52-53 degrés. Et ça a provoqué des événements extrêmes, les feux de forêt au Canada, etc. Si on élargit la focale... dézoomer, pardon de vous interrompre, il faut dézoomer dans le temps et dans l'espace pour prendre la dimension. Et il faut revenir sur la France, tout simplement sur les statistiques françaises. On a eu une canicule qui est passionnante d'un point de vue climat et qui est très inquiétante, c'est celle entre le 17 et le 24 août. Jean Jouzel l'a dit, les 5 étés les plus chauds qu'on a connus ont tous eu lieu au XXIe siècle. Les 7 canicules après le 15 août ont toutes eu lieu au XXIe siècle aussi. Et celle entre le 17 et le 24 août était impressionnante parce qu'elle a battu des records mensuels dans plein de villes, des records absolus dans beaucoup de villes. Et en fait, c'est une période, après le 15 août, où les nuits sont plus longues et les moyennes de température doivent être beaucoup plus basses normalement. On commence à sortir tout doucement de l'été après le 31 août. Et que peut-il se passer en 7 jours de canicule? Parce que 17-24, c'est 7 jours de canicule. C'est 7 jours de canicule en global sur la partie concernée. Sur certaines régions, ça a été 2 semaines. Auvergne-Rhône-Alpes, PACA a connu pratiquement 2 semaines de canicule à ce moment-là. Et des températures qui sont impressionnantes. Par exemple, à Toulouse, 42 degrés, 42,4, c'est le record absolu. Lyon a connu des records absolus, etc. Et d'autres valeurs qui montrent que l'ensemble de la colonne d'air est réchauffée. L'isotherme zéro est à 5200-5300 mètres à ce moment-là en Europe, et notamment en Suisse. Ça veut dire qu'en haut du Mont Blanc, on commence à être des valeurs positives. Pour la mer de glace, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu après? C'est des éboulements dans les Alpes, etc. C'est-à-dire le permafrost peut commencer à fondre. Et donc, on est vraiment sur des valeurs extrêmes, des valeurs à 30 degrés, à 1000-1500 mètres, enfin qu'on ne connaissait pas du tout. Ouais. Flora Rivalli, est-ce que votre rôle, je le redis, c'est de préparer les chefs d'entreprise, de les convaincre, de les accompagner dans un changement de stratégie? Est-ce qu'ils ont commencé à intégrer les conséquences économiques de ces épisodes dont on parle les uns et les autres?
Parfois, il faut être un peu cynique, vous voyez ce que je veux dire, pour convaincre un chef d'entreprise. Si vous ne faites rien, voilà ce qui va vous arriver. Oui, bien sûr. Alors, certains, oui. Ouais. Mais je ne peux pas vous dire oui. Non, mais évidemment, on ne peut pas globaliser. Ça ne constitue pas une majorité, loin de là. Et je crois que les universités d'été du MEDEF l'ont prouvé. C'est-à-dire que Patrick Pouyanné est davantage applaudi que Jean Jouzel. Qu'est-ce que ça dit de notre époque et de la direction qu'on prend. Sur les chaleurs de cet été, même si, alors il y a ceux qui étaient en vacances dans un endroit où il ne faisait pas si chaud, qui ont dit, il ne fait pas si chaud, mais il y a ceux aussi qui se sont dit, il fait chaud, mais c'est supportable. Il faudrait faire attention à pas laisser l'idée que, en fait, on va mettre des climatiseurs, il fera 35 à 40 degrés 15 jours par an, et en fait ça ne changera rien. Et j'ai peur que le nouveau risque en ce moment ce soit de dire on va s'adapter, 37 degrés 15 jours par an, si on peut continuer à consommer comme on consomme et à vivre comme on vit, c'est supportable. Et moi cet été, j'en profite d'être assise à côté d'un journaliste du Monde, j'ai quelqu'un qui m'a dit je romps mon abonnement au Monde parce qu'il me rappelle tous les jours la météo, et je suis pas là pour voir la météo. Et j'ai trouvé que c'était un peu la limite. Enfin, moi, j'ai écrit un essai sur les barrières mentales de l'inaction écologique. Donc vraiment, j'essaye de comprendre ces barrières mentales. Et là, ça m'a un peu poussée dans mes limites, quoi. Je me suis dit, là, je sais plus quel est l'équilibre, comment il faut alerter, est-ce qu'il faut alarmer, est-ce qu'il faut au contraire donner un projet alternatif. Enfin, à un moment, je suis désolée, tout a été fait, toutes les stratégies cohabitent et le résultat n'est toujours pas là. Et c'est ça qu'il faut dire, je crois. Et donc, on touche effectivement à ce blues, ce ras-le-bol des scientifiques que vous avez exprimé effectivement en revenant de cette université du MEDEF. Je veux bien que vous l'avez peut-être déjà raconté plusieurs fois, mais donc vous vous retrouvez face au grand patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, avec quoi, une difficulté, j'emploie des mots, peut-être c'est une litote, mais à le convaincre, ou presque, comment vous l'avez ressenti? Oui, une table ronde où Patrick Pouyanné, Luc Rémont, le PDG d'EDF, la ministre Agnès Pannier-Runacher, et puis aussi Bertrand Piccard, qui est plus orienté vers les solutions. Donc on m'invite effectivement à ouvrir cette table ronde énergie-climat, je dirais, de façon assez simple. Et effectivement, j'ai 3 minutes pour faire un état des lieux. Et voilà, donc cet état des lieux est très clair. Redire qu'il ne nous reste plus que 5 ans d'émissions de gaz à effet de serre au rythme d'aujourd'hui, si on voulait limiter, avoir des chances de rester autour de 1,5 degré, une quinzaine d'années au maximum pour 2 degrés. Et puis effectivement, j'ai terminé en disant que j'étais en phase finalement avec l'appel d'Antonio Guterres qui invite finalement à arrêter les investissements dans le combustible fossile. Et j'ai dit effectivement, il y a urgence, et ce n'est pas ce que nous faisons, puisque nous continuons à augmenter nos émissions. Et Patrick Pouyanné a rebondi. Il n'a pas mis du tout en cause ce que j'ai dit en termes sur le constat. Sur ce constat, certainement pas. Mais effectivement, en gros, il a dit oui, mais ça augmente aussi en France, et il s'en est pas du tout ému. Il aurait pu dire, effectivement, j'ai dit que les émissions augmentaient à l'échelle planétaire, il a dit ça augmente aussi en France cette année. Je dis pas qu'il s'en est réjoui, je veux pas du tout être... Mais non, il n'y a pas eu... il s'est pas du tout interrogé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est intéressant ce que vous nous racontez, parce qu'il y a eu des réactions nombreuses après le premier récit que vous avez fait en revenant de ces universités d'été, notamment celle du nouveau président du MEDEF, Patrick Martin. On est vraiment au cœur de ce débat sur notre capacité à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Écoutons Patrick Martin. Quand je regarde qui sont les gros investisseurs à travers le monde dans les énergies renouvelables, je pense que Total tient largement son rang. Le propos de Patrick Pouyanné, que beaucoup d'entre nous partagent, c'est qu'il faut que nous soyons réalistes. J'insiste, pas sur les finalités, pas sur les calendriers, mais sur les modalités. Et dire à l'opinion publique française, alors que 75% de notre consommation d'énergie est à ce jour d'origine hydrocarbures, dire demain matin on arrête, ça pose un vrai sujet pratique, et ça pose un vrai sujet d'acceptabilité. Vous me l'avez dit, Flora Gabriel, vous étiez à cette université d'été du MEDEF et à d'autres depuis une petite décennie, c'est ça? Est-ce que vous avez eu l'impression d'un coup sur le frein? Parce que moi, j'anime aussi une émission sur la transformation environnementale et sociétale sur une chaîne économique, Bismarck pour ne pas la nommer. Il y a quand même un mouvement, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que vous avez eu là l'impression qu'il y avait
peut-être un mouvement de recul. Quoi. Ce que je disais à Jean Jouzel avant l'émission, j'ai que 10 ans d'expérience dans le militantisme écologique, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à vous. Mais c'est vrai que je vais chaque année pour mon travail aux rencontres aux universités d'été du MEDEF, et j'avais naïvement cru jusqu'à présent que la conviction écologique, c'était une pente ascendante, trop lente, pas assez significative, mais que quand même, d'une année sur l'autre, on progressait. Et le sentiment que j'ai eu tout au long de la journée, qui était assez angoissant, c'est qu'en fait, c'est pas une pente ascendante, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire que ça monte et ça descend. Et j'ai entendu un journaliste dans une matinale dire le mot de la rentrée cette année, le mot de la rentrée l'an dernier, c'était le mot sobriété, il était dans toutes les bouches. Et cette année, ce n'est plus le mot sobriété, c'est le mot autorité. Et je me suis dit, mais ce sera notre second débat. Non, mais très bien. Mais évidemment qu'on peut avoir d'autres débats. Je suis pas monomaniaque du climat. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas un mot de l'année. C'est pas entre guillemets une mode. Le budget des armées, c'est une tendance. On dit que le budget des armées, ça fait consensus parce que c'est inévitable pour nous protéger. Il faut maintenant qu'on soit capable de dire que la sobriété, c'est pas le mot de la rentrée, c'est pas une mode, c'est pas une tendance. Et j'ajoute que Elisabeth Borne, aux mêmes universités d'été du MEDEF, a dit ne vous inquiétez pas, la sobriété ne veut pas dire la décroissance. Donc on peut avoir un débat sémantique, ça peut être très intéressant comme sujet sur est-ce qu'il faut parler de décroissance, est-ce qu'il faut parler de post-croissance, mais je crois que le message politique qui est adressé au patronat ce jour-là, c'est ne vous inquiétez pas, on va pas venir vous embêter et on va vous laisser faire de la croissance, de l'hypercroissance, des investissements fossiles, des investissements où vous voulez, comme vous le souhaitez. Et donc là, on a quand même un gros problème de message politique. Laetitia ? Justement, on parle du message politique, on parle du patronat, on parle là des élites. Mais quid de l'opinion publique? C'est quand même un sujet qui concerne tous les Français. Tous les Français ont compris qu'on était face au grand défi du dérèglement climatique. Pourquoi les Français ne s'emparent pas de ce sujet? On les a vus défiler pendant des mois contre la réforme des retraites. Pourquoi ces manifestations, par exemple, de jeunes tous les vendredis n'ont pas pris plus d'ampleur selon vous? Peut-être Mathieu Gohard, tiens, sur ce thème. En fait, on a la difficulté de convaincre, en fait. Oui, mais en fait, il y a des effets dans l'opinion depuis 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on a vu les grandes masses, le climato-scepticisme reculer plutôt. Alors le climato-scepticisme pur, c'est-à-dire est-ce que l'homme est responsable du réchauffement climatique? Ça, c'est la question pour repérer les climato-sceptiques. Après les grandes canicules de 2019, avec le record en France de 46 degrés, de 2022... les gens qui répondaient « c'est pas la faute de l'homme » sont autour de 15-20% en France. Ça existe encore et c'est pas du tout marginal. Mais il y avait vraiment un moment dans l'opinion de dire aux Français eh ben maintenant, vous pensez que c'est la faute de l'homme, vous êtes convaincus par ce que disent les scientifiques du GIEC, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'importance du discours politique aussi. Et en fait, comme le discours politique concret, avec un récit, avec une projection 2030, 2040, 2050, n'est pas beaucoup arrivé, ou alors une distanciation vis-à-vis du monde politique de la part des jeunes qui font les marches pour le climat, qui croient beaucoup dans des mouvements horizontaux plutôt que dans des mouvements verticaux, qui ne croient plus dans les partis, ils se sont retrouvés, je pense qu'ils y croient beaucoup, mais ils sont à côté des partis. Donc on a une sorte de distanciation entre le monde politique ancien ou institutionnel et le militantisme climatique qui se crée. Peut-être aussi, pardon de vous interrompre, mais une fracture interne, parce que vous citiez des chiffres sur le climato-scepticisme. Dernière enquête Obscop publiée fin juillet, donc c'est très récent. On a quand même 8% des Français qui nient l'existence du réchauffement climatique, 8%, et quand même 29% qui ne lui reconnaissent pas une origine humaine. Et là, on est dans une progression. C'est plus 8 points en 3 ans. Donc ça, c'est quand même... je veux bien vous entendre là-dessus, parce que ça contredit un tout petit peu ce que vous disiez. C'est vrai, ça peut être... Alors, j'avais pas vu cette enquête-là, parce qu'effectivement, je me demandais cet automne comment ça allait réagir par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'été mitigé, etc. C'est vrai que la météo a de l'influence sur l'opinion pendant un été. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un risque de... Alors, climato-scepticisme, oui, il existe, et s'il se renforce, c'est toujours dramatique. Il y a un risque de climato-relativisme aussi. C'est-à-dire, la marche peut paraître tellement haute quand elle n'est pas accompagnée par des récits politiques ou par des aides et des choses très concrètes, qu'on peut dire, bon, il y a un réchauffement climatique, c'est peut-être de la faute de l'homme, mais en tout cas, on s'y habituera. De fil en aiguille, l'humanité s'est toujours adaptée.
ce climato-relativisme peut exister dans l'opinion. Il est très difficile à mesurer parce qu'il faut poser les bonnes questions. Allez-y, Flora, je vous redonne la parole juste après. Rapidement sur pourquoi l'opinion n'est toujours pas massivement convaincue. Moi, je crois que évidemment, on est en démocratie et c'est l'opinion qui fait la pluie et le beau temps de l'action politique, plus que jamais peut-être avec le système d'information qu'on a aujourd'hui. Je crois quand même que on n'a pas la même responsabilité quand on est un électeur ou quand on est le patron d'une entreprise du CAC 40 ou quand on est un patron ou quand on est un responsable politique ou quand on est un journaliste. Et je crois que quand on aspire à certaines responsabilités, à certaines fonctions, excusez-moi, je vais employer le terme élite, qui n'est pas un mot à la mode, mais il y a aussi une volonté d'appartenir à l'élite qui doit guider le peuple. Et je crois que c'est beaucoup plus grave un chef d'entreprise qui nie certaines réalités climatiques qu'un citoyen. Et quand on regarde le nombre de climato-sceptiques qui restent, etc., ça, on peut un peu te faire tout dire aux chiffres, parce qu'il y a aussi un chiffre qui montre que 85% des Français sont prêts à changer radicalement de mode de vie pour sauver la planète. Oui, mais alors ça, là, c'est bien, mais on est dans le déclaratif. Voilà. Mais donc, quand on arrive au moment où il faut vraiment changer de modèle... La bataille, elle est plus scientifique, parce que tous ceux qui veulent écouter ont les informations à portée de main. La bataille, elle est informationnelle, elle est politique, et elle est surtout de la responsabilité de qui a envie de guider ce pays et comment. Alors on va en parler, parce qu'il y a une planification écologique qu'on attend depuis la campagne électorale d'Emmanuel Macron pour sa réélection. Elle devrait être annoncée d'ici 15 jours. En tout cas, c'est ce que nous a promis le ministre Christophe Béchu. On y reviendra. Mais dans ce que vous nous dites, moi, je retiens deux choses. Parce qu'il y a le complotisme ou le scepticisme face aux vérités scientifiques. Il ne concerne pas seulement le climat. Donc il y a ça d'un côté. Mais de l'autre, il y a aussi, Jean Jouzel, je ne sais pas comment vous analysez ces 8 points perdus, on va dire, sur ce terrain en 3 ans. Est-ce que c'est parce qu'on commence justement, dans les actions des politiques ou de certaines entreprises, à arriver dans le dur? C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ont été prises, on doit changer de comportement. On arrive dans le dur et on arrive dans l'évidence. C'est-à-dire que justement, des gens souhaitent nier l'évidence parce que quand même, accepter la réalité du réchauffement climatique, c'est d'une certaine façon, et la responsabilité humaine, c'est d'une certaine façon s'engager, disons, accepter de s'engager. C'est d'ailleurs ce que vous dites. Mais voilà, pour le climato-scepticisme, il y a quand même encore une présence très forte du climato-scepticisme sur les réseaux sociaux. Et ça, ça interroge par rapport aux jeunes qui s'alimentent largement sur les réseaux sociaux. Et c'est très présent. Alors, moi, l'analyse que je fais par rapport à votre question, pourquoi ? C'est quand même parce que c'est notre vie de tous les jours, Thomas. Disons, se loger, se nourrir, se déplacer, ce sont les 2 tiers des émissions en France. Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Et chacun d'entre nous, on peut se regarder, y compris moi-même, d'ailleurs, je ne dirais pas le contraire. C'est les questions qu'il faut se poser. C'est pas si facile de modifier son comportement, disons, son comportement, le comportement de sa famille, dans ce qui fait notre vie. Et parfois, ça a un coût. Oui. Un coût économique. Et ça, c'est un obstacle peut-être majeur. J'aimerais dire que du point de vue coût économique, le coût économique de ne pas lutter contre le réchauffement climatique est aussi très important. Et je crois, je crois qu'avant tout, cette transition, alors on ne va pas parler de décroissance ou de croissance, mais c'est pour moi synonyme de dynamisme économique. C'est ça qui est important, c'est le dynamisme économique. Oui, parce que effectivement, c'est une vraie question, mais je préfère qu'on la traite un peu plus tard dans l'émission sur les mesures de transformation. Elles ont un coût, c'est évident, pour les États, pour les entreprises, mais peut-être que ça va, on peut dire aujourd'hui c'est un boulet, mais ça va peut-être devenir un argument presque de compétitivité. Je voudrais qu'on en parle un peu plus tard, parce que là, on est un peu dans le constat dans cette première partie de débat, et je voudrais qu'on parle des conséquences des canicules, plus globalement de la chaleur, sur la santé. Je propose à Tam Tranui de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Tam, bienvenue. Bonsoir Thomas. Sur ce nouveau plateau de Sens Public. Si vous n'étiez pas avec nous hier, voilà, on a ce nouveau décor qui est magnifique, plus chaleureux et plus ouvert sur le monde grâce à nos écrans. Donc on va parler des conséquences sur la santé. Est-ce qu'on a des chiffres et peut-être à quel point la chaleur est meurtrière en France? Il y a une étude de Santé publique France qui a été publiée au mois de juin dernier. Elle a étudié l'impact de la chaleur sur la mortalité en France de 2014 à 2022. Et en voici quelques chiffres
chiffres éloquents. Tout d'abord, sur l'ensemble de cette période, près de 33 000 décès sont attribuables à la chaleur. Ça a été mesuré entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année. Parmi ces décès, près d'un tiers ont été observés pendant les canicules. Au sommet de ce triste palmarès, la canicule de 2022, près de 7 000 décès en excès, ou encore celle de 2019 avec 4 500 morts en plus en 2019. Les canicules, c'est tout simplement l'événement climatique extrême associé au plus lourd fardeau humain, explique l'étude. Mais les jours chauds, en dehors des canicules, nous exposent aussi à des risques importants. Est-ce qu'on peut vraiment, comment on peut recenser les morts liées à la chaleur ? C'est vraiment là la difficulté, ce n'est pas du tout simple. Il y a d'abord ce que vous pouvez effectivement recenser. Ce sont de rares cas où le lien avec la chaleur est très clair dans certaines maladies comme l'hyperthermie, le coup de chaud, la déshydratation ou même l'hyponatrémie. C'est ce que j'ai appris lors de cette chronique. Oui. C'est l'hyperhydratation quand on s'hydrate trop et qu'on n'a plus assez de sel dans le sang. Vous recensez aussi, par exemple, les accidents mortels liés au travail. Quelle est la mécanique ? Les fortes chaleurs, elles engendrent de la fatigue, une diminution de la vigilance et de la capacité cognitive, ce qui augmente le risque d'accident. À cela, il faut ajouter ce que vous pouvez estimé en comparant une année avec canicule à la même période sans canicule et qui permet aussi d'avoir une idée de la surmortalité. C'est de plus en plus difficile quand il y a des canicules qui s'enchaînent, bien sûr. La chaleur peut aussi aggraver des pathologies existantes, par exemple cardiaques, respiratoires, vasculaires, rénales. Et puis enfin, il y a le combo qu'on a notamment observé cette année, mais surtout l'année dernière, le combo chaleur-pluie, sécheresse-orage, qui peut aussi occasionner de nouvelles pathologies. Je vous donne un exemple, la dengue, en explosion l'an dernier avec la prolifération en France du moustique tigre. 2022 a été une année exceptionnelle, 66 cas de dengue autochtone recensés, c'est-à-dire que la maladie a été contractée en France métropolitaine. Pourquoi je dis que c'est une explosion ? Parce que quand on observe l'évolution, c'est flagrant. Il y avait eu seulement 50 cas autochtones recensés en tout entre 2006 et 2021. Alors justement, on va terminer là-dessus. On s'est dit qu'il fallait dézoomer pour bien comprendre le phénomène. Si on regarde, est-ce que la chaleur fait plus de morts aujourd'hui qu'hier ? On observe depuis les années 70 deux phénomènes opposés. Une température moyenne très chaude, c'est-à-dire au-dessus de 28 degrés, est associée à un risque de décès qui était plus fort dans les années 70 qu'aujourd'hui. Ça s'explique notamment par l'amélioration de l'état de santé des Français ou par la meilleure prise en charge médicale. Mais ces dernières années, le nombre de jours chauds a augmenté, ce qui a engendré une augmentation du nombre de décès. Bref, les progrès sociaux, médicaux n'ont pas compensé le nombre et l'intensité des vagues de chaleur. Merci beaucoup, Tam Tranu, pour toutes ces explications. Flora Gavalli, est-ce que ce sont cette dimension-là, on va dire sanitaire des canicules, est-ce que c'est intégré de plus en plus par les DRH, vous qui conseillez les entreprises ? Pas vraiment, non. Parce que vous remarquerez que les chiffres qu'on voit là, ils sont inquiétants, mais ils sont pas terrorisants. C'est-à-dire que on n'est pas, moi, je trouve ça terrorisant, évidemment, et vous aussi autour de ce plateau. Mais je veux dire, ça ne fait pas sursauter comme quand il y a l'arrivée de la pandémie de Covid et qu'on voit des images en Chine de personnes habillées de combinaisons blanches. Je crois qu'aujourd'hui, la question... C'est quoi, pardon, j'interromps, c'est quoi le bon argument pour convaincre un chef d'entreprise qui doit parfois même faire pivoter son modèle économique, parce que c'est de ça dont on parle. La plupart, oui, la plupart des entreprises, notamment nous on travaille beaucoup dans le secteur de la construction, ils ont bien conscience de l'ampleur des changements qu'ils ont à opérer. Enfin, peut-être pas tous, mais certains. De plus en plus. De plus en plus. Et donc en fait, aujourd'hui, toute la question, c'est quel sacrifice de modèle économique et quel bras de fer avec l'actionnariat ils sont prêts à mener. Et on se rappelle quand même tous du cas Emmanuel Faber qui, chez Danone, a essayé d'aller un peu plus loin que les autres et qui est pas resté en poste. C'est pour ça que même si moi mon action professionnelle se fait aux côtés des patrons, des dirigeants, c'est quand même de l'action politique qu'on attend les règles. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché européen, c'est le plus grand marché du monde. Donc en fait, il faut arrêter de penser qu'on n'a pas les leviers économiques, qu'on n'a pas les leviers de pression internationale à notre disposition. Alors il faudrait qu'aux élections européennes, les candidats de l'écologie politique soient un peu plus
majoritaire qu'aujourd'hui. On n'y est pas exactement. Oui, il faudrait que tous les autres s'emparent de ces thèmes-là. Tous les autres s'emparent de ces thèmes-là. Ouais. Mais en fait, à un moment, c'est par les urnes qu'on va trouver les solutions. Et j'entendais Patrick Martin, le patron du MEDEF, réagir après votre petit commentaire et dire il faut que nous soyons réalistes. Mais en fait, le réalisme... il n'est pas du côté du patronat, il est du côté des scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réaliste? Et donc, on ne peut pas arrêter d'investir massivement dans les énergies fossiles parce que ce ne serait pas réaliste. C'est pas possible. Et en fait, pourquoi il prononce cette phrase, Patrick Martin? Parce que quand on est patron, on représente le patronat aujourd'hui... Est-ce qu'on peut arrêter d'investir dans ces énergies fossiles? Parce que, alors, ça dépend comment on se positionne. Quand on est Patrick Martin aujourd'hui, on a une idée en tête, c'est la compétition internationale, la compétition entre les entreprises. Et donc, on va dire, oui, c'est vrai, on va se désinvestir, par exemple, du projet de pipeline en Ouganda, ICOP, mais il y a une entreprise chinoise, il y a une entreprise américaine qui va récupérer le projet. Ce qui n'est pas faux. Et c'est pas faux. Et donc, c'est un vrai argument. Et donc, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'on a un revers de la mondialisation qui nous revient en plein dans la figure, qui est de se dire, en fait, on a des règles de compétition internationale qui nous empêchent de bouger. Or, moi, je suis pas d'accord, parce que je pense que, typiquement, le marché européen est un levier. En fait, quand on veut, on a quand même des leviers. Oui, mais les grands enjeux de la COP, de savoir, la COP de fin novembre, début décembre à Dubaï, justement parce que c'est à Dubaï aussi, de savoir si tous les pays du monde arrivent à se mettre d'accord sur une date de fin d'exploitation du pétrole. De dire, à cette année-là, à cette perspective-là, on arrête tous ensemble. Oui, mais... Alors évidemment, c'est un des plus grands défis diplomatiques et politiques. Mais en attendant... la COP21, vous pouvez y croire. Je vais redonner la parole à Jean-Joël. Mais en attendant, on peut effectivement entendre l'argument qui consiste à dire, en France, on a un géant mondial dans ce secteur, est-ce qu'il faut lui saborder le boulot? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Peut-être un mot là-dessus et Jean-Joseph juste après. C'est pour ça que ça ne peut pas être décidé par un pays. Il faut que chaque pays avance de son côté. Il y a des objectifs en France, on pourra y revenir avec la planification écologique. On va y venir juste après. Et là, c'est l'importance de la diplomatie climatique. C'est-à-dire, là, vraiment, c'est le politique au niveau mondial. Contre certaines entreprises, mais je pense que Jean Jouzel a fait ça parfaitement. Pour moi, les termes employés aussi bien par Patrick Pouyanné que par Patrick Martin sont très clairs. On va prendre notre temps, la transition prendra du temps, il faut être réaliste. Et ça nous emmène vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai essayé de redire. Et c'est aujourd'hui qu'on décide, on a 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait. Alors, je pense que effectivement, Total peut jouer un rôle. Il développe le renouvelable, tout ça c'est vrai, mais ça ne va pas assez vite. Il aurait été quand même plus intelligent d'écouter la communauté scientifique il y a une vingtaine d'années. Mais ça c'est un autre problème. Mais bien sûr, on peut toujours dire il faut être réaliste, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'on va vers 3 degrés. C'est bien ça, disons, le marché. Et ça, on voit bien que, on commence à parler de régions invivables. Donc on en parlait, disons, comme une hypothèse. Et le mois dernier, en Iran, toute activité a été arrêtée pendant 2 ou 3 jours parce qu'il y avait des températures au-delà de 50 degrés. Et ça, on va y arriver. Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas un jeu. On dirait, on va ralentir. C'est ça l'idée. Je sais très bien que c'est pas facile et que c'est même très difficile, peut-être impossible. Mais notre rôle de scientifique, c'est de dire et redire que si on prend notre temps, si on est réaliste, comme le dit Patrick Martin, nous allons dans le mur, nous allons vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est maintenant qu'il faut agir. C'est bien sûr la prochaine décennie également, mais vous voyez bien, c'est le message qui est clair. Et donc cette question de la planification écologique, effectivement, est-ce qu'elle sera à la hauteur de cette urgence climatique? On le saura, je le disais tout à l'heure, dans 2 semaines. Le président de la République a donné des pistes hier lors de son interview à Hugo Travers, interview diffusée sur TikTok et sur YouTube. On écoute un extrait. En particulier sur notre objectif forêt, je vous l'annonce là, c'est un point hyper important. Je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des 6e, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important.
Laetitia, cette phrase, elle tourne en boucle, elle a été beaucoup moquée. Oui, elle a été beaucoup moquée. Les détracteurs d'Emmanuel Macron et du gouvernement, de l'exécutif, s'en sont emparés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que finalement c'était une mesurette et puis que c'était hypocrite parce que en attendant il y a beaucoup de projets où il y a l'abattage d'arbres centenaires, par exemple l'autoroute A69 où des platanes sont sacrifiés. Bon, d'accord, mais quid de l'intervention de l'État dans des mesures qui sont souvent décidées, notamment pour l'abattage de ces arbres, des platanes au niveau de la municipalité, voire du département. Alors, vous êtes en train de nous dire que la critique est facile, c'est ça ? D'autant qu'Emmanuel Macron, quand même, a sorti cette petite phrase de « un élève va planter son arbre quand il sera en 6e » dans un développement de 30 minutes. Je me suis tout repassé ce matin. J'ai minuté le temps de l'intervention d'Emmanuel Macron sur l'écologie. 30 minutes. Alors oui, cette mesure, bien sûr, est symbolique, mais elle n'est pas anecdotique. Il me semble qu'elle participe à la prise de conscience collective, vous le voyez, vous nous l'avez dit encore aujourd'hui, qui est urgente, surtout pour les générations futures. Et finalement, cette mesure de planter un arbre, il l'avait déjà évoqué, il l'a dit, en octobre dernier, en octobre 2022, il avait dit il y aura 1 milliard d'arbres d'ici la fin de la décennie. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a appris juste ? Il a juste dit que les collégiens allaient mettre la main à la pâte. Donc c'est pas comme on a pu l'entendre, une mesure écolo des années 90. Non, c'est une mesure symbolique, la plus symbolique, certainement. Dans un développement, encore une fois, de 30 minutes, sur un futur plan, vous l'avez dit Thomas, qui va être présenté par Elisabeth Borne, on l'attend tous, ce plan de cette planification écologique, ça doit arriver dans les jours à venir. Et d'ailleurs, ça a déjà été présenté aux associations et aux ONG, donc peut-être vous avez eu quelques... Voilà, on a dévoilé un peu les grandes lignes, le président. Oui, bien sûr, il l'a dit hier. Il a parlé d'une généralisation des pompes à chaleur, de l'électrification, la rénovation thermique, avec des aides publiques pour ceux qui ont besoin de faire des travaux et des contraintes pour les propriétaires. Et il a aussi parlé de la rénovation des bâtis scolaires, justement, qui sont touchés de plein fouet par la canicule. Et puis, puisqu'on détaille un peu les mesures, ce pass transport en commun et rail, quoi. Oui, modèle allemand, c'est vrai qu'il y aura un pass à tarif unique. On pourra prendre le TER de la région et puis prendre les transports en commun aussi. Alors ça va être un peu plus compliqué, c'est le ministre des Transports qui est en charge d'en discuter avec les régions, parce qu'il faut que les régions aussi soient favorables à ce plan. Donc vous le voyez, finalement, cette initiative d'un arbre pour chaque élève de 6e était noyée dans un ensemble de mesures. On est même allé jusqu'au développement de l'hydrogène, c'est vous dire, pour les avions. Donc on a été loin hier dans cette interview d'Emmanuel Macron face à Hugo Travers. Alors je ne veux pas faire la mère la morale, loin de moi cette intention-là, mais parfois il est utile quand même de retourner à la source, d'écouter l'intégralité de l'interview, 2h04 pour les courageux, pour pouvoir se faire une opinion critique. Et pour pouvoir critiquer ensuite. Mathieu Gouard, quand même, est-ce qu'Emmanuel Macron force un peu sa nature quand il met la planification écologique au sommet des préoccupations? En tout cas, c'est le sentiment qu'il va vouloir donner dans les prochains jours. Sur ce qu'il considère réellement, c'est insondable, parce que voilà, tous ses proches disent qu'il a quand même une réelle conviction climatique. Ce qui est sûr, c'est que le climat est revenu en force dans la politique d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 2022, où il dit « mon second quinquennat sera écologique ou ne sera pas, et le climat, c'est le combat du siècle ». C'était un très beau discours qui a été très écouté, notamment par ses proches et par son entourage. Certains ont dit qu'il veut juste attirer les voix de la gauche, c'est l'entre-deux-tours, etc. Force est de constater qu'il a mis en place l'architecture de la planification. Et c'est important, dans un pays aussi administré que la France, un secrétariat général à la planification écologique qui, depuis des mois, travaille. Et le travail d'un SGPE comme ça, c'est de faire les trajectoires d'émissions de CO2 jusqu'en 2030. Et tout est entre les mains de l'Élysée et de Matignon, ce qui va amener ce plan de planification. Oui. En gros, il s'agit de réduire de 50% de nos émissions par rapport à ce qu'on émettait en 1990. La marche, elle n'est pas infranchissable du tout. Une chose, c'est que le climat pourrait être le retour de la grande politique. La politique dans un sens churchillien du terme. C'est-à-dire on fait le constat de choses très graves, potentiellement dramatiques, et après on agit. Macron n'a pas porté le récit de l'écologie politique depuis 1 an. Il n'a pas accompagné le travail du SGPE. Ça a été décalé à plusieurs reprises, pour des bonnes raisons. Parce qu'il y avait des actualités dramatiques en France, les émeutes début juillet où ils ont dû reporter leur conseil de planification écologique. Mais en fait, pour embarquer toute la société
toutes ces mesures sont très très importantes. Il y a aussi un discours et un récit politique à mener. C'est pas ce qui met en avant la plupart du temps. Ouais. Juste pour terminer, excusez-moi, rapidement, il y a eu un traumatisme des Gilets jaunes dans tout cet ensemble du macronisme, qui est de dire on s'empare de la vie quotidienne des gens, on essaye de... Voilà, il y a les arbres, et que ça c'est très très important, mais de ne pas emmerder les Français, entre guillemets. Et ça rejoint la question que posait Laetitia tout à l'heure, ça rejoint le sondage dont je détaille tout à l'heure. Quand même, pourquoi c'est important, notamment toujours pour le milieu économique, Flora Gebali, d'avoir une planification écologique? Qu'est-ce que ça peut permettre aux chefs d'entreprise d'anticiper? Parce que c'est ça Vous imaginez que ce qui est en question dans cette affaire, c'est pas un tableau Excel de bilan carbone, ça y est, les entreprises le font. C'est de se demander comment on se nourrit, comment on se vêtit, comment on se chauffe, comment on se déplace, voilà, et comment on vit. Voilà, c'est quand même 3, 4, 5 questions existentielles. Et donc, on pourrait avoir un récit économique, un narratif économique tout à fait fertile. Vous imaginez, on va voir les jeunes en école de commerce qui veulent devenir entrepreneurs, et on leur dit, c'est simple, vous devez réinventer exactement comment les Français se nourrissent. Allez-y. Vous avez une feuille blanche, il y a des contraintes, on va vous donner les contraintes et vous allez réinventer la façon dont on doit se déplacer. C'est très fertile et donc on pourrait avoir un narratif et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que le président Macron, même si nous on est très en lien avec le secrétariat général à la planification écologique et il faut le dire, ils font un très bon travail. Le problème, c'est toujours le même, c'est la question du portage politique. Et donc, si Emmanuel Macron avait envie d'ouvrir un champ, d'ouvrir une nouvelle ère, d'ouvrir la civilisation écologique, comme c'est le thème de notre discussion ce soir, alors il pourrait... il y a beaucoup de patrons, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient se reconvertir si on les accompagnait, qui pourraient suivre une direction. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Ce sont souvent les règlements, les lois qui ont été votées qui ont accéléré la mutation des entreprises. Mais je rejoins aussi ce qui a été dit. Si on revient même sur la définition de ce que c'est gouverner. Gouverner, c'est être capable de tenir le gouvernail, de prendre une décision. Quand aujourd'hui, vous voulez prendre une décision fondatrice, civilisationnelle, et que vous avez les émeutes, là, on passe quand même une semaine à parler d'abaya, on passe quand même beaucoup de temps. Alors, il y a des sujets plus ou moins importants, le pouvoir d'achat, évidemment, il y a des sujets qui sont fondamentaux. Mais aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron est en capacité de gouverner, de voir clair devant lui, de prendre des décisions, quand tous les quarts d'heure, il y a un tweet qui vient le polluer? Oui, ça, c'est la société médiatique d'aujourd'hui. C'est un autre débat qui est important. Mais je reviens à cette question de l'acceptabilité. On doit vous la poser souvent aussi, Jean Jouzel, parce qu'on est dans on parle de changement de civilisation ou de modèle économique. Et donc, c'est forcément douloureux, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'une partie des Français qui nous écoutent sont en train de dire ils sont bien gentils, mais ça va déjà trop vite, quoi. Oui, effectivement, je l'ai ressenti, ce sentiment, à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat, disons que, voilà, d'une certaine façon, j'ai salué vraiment la mise en place du secrétaire général à la planification, il n'y a pas de problème. J'étais même assez optimiste, enfin, j'ai bien aimé le discours d'Emmanuel Macron, mais la réalité, on en est loin. Puisque d'une certaine façon, Emmanuel Macron a quand même largement tourné le dos aux propositions faites par les citoyens. Donc il y a très peu de ces propositions qui ont été vraiment reprises sérieusement dans la loi. Le 110 km/h, on n'en a plus parlé, et même, disons, on ne va pas parler d'Elisabeth Borne qui viole la loi puisqu'elle se met, disons, de ne pas prendre l'avion sur plus de 2h30. Donc ça, c'est aujourd'hui. On peut quand même se poser des questions. Il y a le symbole. Je suis d'accord, c'est très important, j'aime bien l'idée de planter un arbre. Il y a aussi l'exemplarité de nos gouvernants qui doivent respecter les règles qu'ils se donnent et qu'ils nous donnent. Donc voilà, moi j'ai vraiment la crainte et que les mesures mises en place, je souhaiterais qu'on réussisse au moins 50% en 2030, il n'y a pas de problème, mais j'ai la crainte qu'on n'en prenne pas le chemin. Le Haut Conseil pour le climat nous dit qu'il faut vraiment doubler largement, c'est moins 6% par an qu'il faudrait faire d'ici 2030, donc c'est loin d'être gagné, et je pense, je l'ai dit, que si les mesures proposées par les citoyens avaient été mises en place plus complètement, eh bien on n'en serait pas là, on serait sur une meilleure trajectoire, mais on voit bien, pour revenir à votre question, Thomas, c'est que c'est une question d'acceptabilité. Que nous a dit Emmanuel Macron, on était dans le jardin d'Élysée, je ne veux pas cette mesure 110 km/h parce que les gens ne vont pas l'accepter. Ça a été le point de départ de ces décisions.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Flora Guévali, je rappelle le titre de votre livre, Le syndrome de la fourmi, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Public Sénat.